Le mot lui-même sonne comme une glissade. Guyane, quelque chose de doux, d'aquatique. D'ailleurs, les peuples indiens d'Amérique ont choisi ce mot Guyane pour désigner cette terre d'eau abondante. Je vous écris de la forêt amazonienne. D'ici peu, j'aurai franchi la mer des Caraïbes vers l'île de la Martinique. Mais pour l'instant donc, la Guyane. Pas de réseau routier ici. La seule manière de circuler, c'est le fleuve. Oui, le fleuve Maroni est une autoroute. Et sur cette autoroute-là, la voiture, c'est la pirogue. Depuis la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, on rejoint toutes les communes le long du fleuve. Des centaines de rotations chaque jour, de voyageurs, de marchandises. Les piroguiers du Maroni sont les vrais rois du fleuve. Mon voyage en Guyane a commencé avec John, le Maroni et son élément naturel. Moi, je fais des transports, mais je vais transporter les clients, les personnes. Ici, on n'a pas de permis de conduire. Dans les fleuves, on ne peut pas, je dis, on passe là parce que tous les 2 jours, ça change, tous les 3 jours, ça change. Il faut bien connaître parce que comme il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de passe à droite et passe à gauche, il faut mettre tout déjà pour savoir où tu vas passer la pirogue. Voilà quoi, donc c'est pas facile à naviguer sur le Maroni. Mais nous, on est construit dans les fleuves, on vit dans les fleuves, on est dans les fleuves. Donc c'est nous terre quoi, on connaît par cœur. Le Maroni permet de se déplacer, de communiquer et pour différentes communautés de recevoir de la visite comme celle de ces touristes. On avance sur les rives du fleuve comme si elles étaient différentes à chaque fois. D'ailleurs, elles le sont. Et à chaque moment, il y a prétexte à s'arrêter. Ça, c'est de soigner le diabète. Ça soigne le diabète? Oui. Regarde comment elle est. Il y en a mer dans du vermouth. Ah, les Martiniquais, ils mangent ça comme ça, hein? Non, c'est pas, ça sent mauvais. Oh, j'aime pas, moi. Il y en avait ça. J'aime pas. C'est amer. Non, j'aime pas, c'est amer. On dirait que le fleuve parle. Une impression de sérénité, c'est doux. Je comprends que les Indiens se soient installés au bord des fleuves et on dit que ce n'est pas des gens de la terre, ils sont du fleuve. Ça, je le comprends, je le ressens. C'est à une sorte de cabotage culturel que le fleuve invite. Je glisse de lieu en lieu. Et chaque fois que j'arrive quelque part, il se passe quelque chose. Quelque chose de puissant et d'authentique. Et peut-être d'autant plus fragile pour cela. J'ai rencontré Tombio. Son métier, artisan fabricant de pirogues. C'est drôle, cet objet essentiel de la vie fluviale, de la vie tout court en Guyane, la pirogue, est creusé dans le bois venu de la forêt. Ainsi se rejoignent l'eau et la terre dans l'existence quotidienne des Guyanais. Cet arbre est bien pour faire un canot, parce que c'est un angéli, et ça peut faire un canot de 10 mètres. Il est beau, il est droit et assez grand. C'est un bois dur, comme ça le canot sera bien résistant.
J'ai appris à connaître la forêt à force de chercher du bois. En prospectant, j'ai vu les arbres. Et je me suis dit qu'il y avait du bon bois ici. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les bateaux. Avant, je travaillais dans une autre partie de la forêt. Quand il n'y aura plus de bois ici, je changerai d'endroit. Pour Tombio, son travail est sacré, et ce n'est pas qu'un mot. Il y met toute sa ferveur. Mon Dieu, je te confie mon travail, pour que tu me diriges et me conduises. Donne-moi le savoir-faire et l'intelligence pour que je puisse bien faire mon travail. Ce matin, tu m'as donné l'occasion de venir brûler ce bateau, et je sais que grâce à toi, ça va bien se passer. Au nom de mon roi Jésus-Christ, du Seigneur, Amen. Brûler ce bateau? Oui, pour pouvoir creuser plus facilement dans le tronc et le modeler comme il faut. Comme un bon canot doit être. Et viens m'aider à pousser le bois. Attends, c'est bon. Tous les aspects de la vie humaine sont réunis là, sur les rives du Maroni. On travaille, on cultive, on danse, on apprend. Comme partout dans les campagnes, le ramassage scolaire est un élément important de la vie quotidienne. Sauf qu'ici, bien évidemment, c'est sur l'eau qu'on transporte les enfants. Aucun étonnement particulier chez les petits. Le tour en bateau, rien que du banal, c'est leur vie. Sur Maripasoula, il n'y a que moi qui fais le ramassage scolaire. C'est indispensable parce que sans les pirogues, les enfants qui vivent le long du fleuve ne pourraient pas aller à l'école. Aujourd'hui, la maîtresse évoque l'environnement. Le fleuve Maroni est agressé. Par exemple, par les chercheurs d'or clandestins qui utilisent du mercure pour recueillir les particules du métal précieux. Et il y a d'autres pollutions encore. Le fleuve est sali non seulement par l'orpaillage, mais aussi par les ordures ménagères de tous les jours. Les gens ils viennent, ils jettent leurs affaires directement au fleuve, sans penser aux conséquences que cela pourra avoir sur la faune, la flore, sur leur, même pour eux. Allez les filles, vous venez avec moi? On va y aller. Vas-y doucement quand tu jettes. Regarde le petit plastique. Merci David. L'eau sort du fleuve et puis ça va dans le château d'eau. Après, quand on boit, si c'est sale, après on a mal au ventre, on tombe malade. Il y a les zones habitées, les berges quelquefois populeuses. Et il y a un peu plus loin des lieux où la faune et la flore sont presque livrées à elles-mêmes, libres. J'ai changé de route, me voici parti, et déjà arrivé dans une réserve naturelle où félins, rongeurs, piranhas, oiseaux et caïmans sont légion, paraît-il. Me voici au milieu des marais de Caux, avec de nouveaux compagnons de route, enfin, de cours d'eau. On m'avait dit il te suffira de regarder, toute la nature est là. Et que faire d'autre? Alors on appelle ça des marais. Là, par exemple, vous êtes vraiment arrivé en saison sèche. Donc là, vous avez vraiment l'aspect de la rivière parce qu'on a de l'eau que sur le nid de la rivière. Vous avez les berges de chaque côté. Remonter environ 8-9 km de rivière, on découvre un petit peu la faune et la flore. Vous allez retrouver quelques petits arbustes qu'on va appeler ici l'acacia d'eau. Vous allez retrouver aussi la jacinthe d'eau. Après, vous aurez ces grandes plantes qu'on a derrière, là, avec les feuilles en forme de corolle, des plantes qui sont assez mythiques en Guyane, qu'on appelle ici localement le moukou-moukou, qui a été par exemple pas mal utilisé à l'époque de l'esclavage pour faire des radeaux pour pouvoir s'enfuir. C'est devenu une réserve depuis mars 98, une réserve qui fait 94 700 hectares.
une réserve qui a été créée justement par rapport à sa faune surtout et la flore qu'on peut retrouver. Donc tout ce qui est mammifères, par exemple ici sur la partie du marais, en forêt on peut tomber sur des félins, sur tout ce qui est rongeurs qui vient en bordure de criques forestières. Et pas mal d'oiseaux encore, voilà. Ici sur la région de Caux, il y a toujours un village qui se trouve derrière nous. C'est un petit village de 50-60 personnes. Donc ils ont des autorisations pour la pêche au filet. On va les voir aussi passer avec les fusils de chasse, qu'ils auront certaines zones où ils pourront chasser. Et après, on va retrouver l'élevage, comme vous avez ici, qui vivent vraiment en pâturage libre et qui seront destinés aux abattoirs de Cayenne. Oui, que faire d'autre ici, sinon ouvrir grand les yeux, et parfois y aller voir de plus près. Ah, ça va, ça va. Hein, elle est bonne, elle est fraîche, elle est pas salée. C'est ça qui est bon. Là, on peut vous dire, là où vous baignez, il y a des gros piranhas comme ça. Il y a des anacondas, il y a des caïmans. Et en fait, ils ne cherchent pas à vous attaquer. Ils mettent en plus peur de vous que nous, on a peur d'elles. Oh. Voilà, elle est bonne, hein. Ça, c'est des préjugés stéréotypés que les hommes se sont fait au fur et à mesure qu'il y a des films comme Anaconda, Piranha, tout ça, c'est des conneries en fait. C'est le plus beau moment de la journée, surtout avec le coucher du soleil et tout, c'est très agréable. Ça, on entend plus les bruits, le paysage est plus joli. Hein. Ouais, c'est sympathique. Un de ces quatre, on voit quelque chose. On va avoir l'air malin, regarde. Dans la nuit qui tombe, surgit une idée particulièrement originale. De quoi vous donner la frousse. Une histoire de chasse, pas banale. Bon les gars, c'est parti, on va à la chasse au caïman. Vous pouvez vous asseoir tranquillement. 3, 2, 1. Et c'est parti. Ça, c'est la tête d'un caïman noir qui fait presque 3 mètres quand même. Hein. Tu n'auras jamais ça, mon gars. Ça, t'as vraiment du bol ce soir parce que regarde sur quoi tu tombes. Et il va couler. Voilà, couler. Ça mord quand même. Ça se défend. Ouais. Il y a une technique pour l'attraper. Bah, la tête, quoi. Pincer le museau. Derrière la tête. Donc ça, c'est vraiment le plus gros rongeur au monde. Il est répertorié dans la livre à 60-65 kg. Ça s'appelle le capybara. On l'appelle encore en français cabiaï ou capiaï en créole, ou sinon encore cochon d'eau. Hein. Voilà donc le caïman à lunettes. Son vrai nom, vous allez quand même le retrouver dans le livre comme caïman crocodilus. Et donc après en Guyane, on peut encore l'appeler certaines zones comme caïman blanc. Quel âge vous lui donnerez par exemple, un premier aperçu comme ça? 2-3 ans. Voilà, c'est environ ça. C'est un caïman qui a environ 3 ans et demi quand même. Quand ça sort de l'œuf, ça fait entre 10 et 12 cm. Donc ça donne à peu près la taille quand il sort de l'œuf. Oh là. Donc vous allez compter par exemple ici 1 an, 2 ans, 3 ans et après le petit bout. Donc ça donne environ 3 ans et demi. C'est malheureusement cette partie ici du corps qui a été décimée par l'homme pour la maroquinerie, cette partie du dessous du corps qui est la plus douce. Et donc c'est vrai que depuis quelques années, ça a été complètement interdit en Guyane. Et voilà, donc depuis sur la réserve de Caux, on commence à les voir un peu. Plus on fait attention avec eux, ça peut se casser, c'est fragile. C'est plus tellement la chasse qui les embête, c'est vraiment le tourisme abusif. On est vraiment nombreux maintenant sur les marais. Allez,
persécuter un peu. La nuit a passé, riche en événements, en surprises, en sensations. La nuit guyanaise a quelque chose de magique. Mais ce petit matin aussi, tandis que la brume prend tout son temps pour se dissiper. Nous sommes bien en Guyane, Amérique latine, à 70 km de Cayenne, mais dans un autre monde. J'arrive à Cacao, un village Hmong, et c'est comme un voyage dans le voyage. Vers 1975, les Hmong originaires du Laos ont fui le communisme vers les camps de réfugiés de Thaïlande, avant d'être accueillis dans divers pays occidentaux. Les États-Unis en reçurent 100 000, et la France en abrita 10 000 en Guyane, dans des villages créés de toutes pièces. Cacao, en pleine forêt, fut créé en 1977 et Javoué, près de Saint-Laurent-du-Maroni, en 1979. Dans le village, on est environ 1000 personnes et la plupart des habitants sont agriculteurs. Voici ma tante qui fait donc du coriandre et elle est là depuis les années 80. Ça fait partie des deuxième ou troisième vagues de Hmong qui sont venus des camps de Thaïlande. Dès leur arrivée, elles se sont mises à l'agriculture afin de rapidement pouvoir subvenir à leurs besoins. Ici, mon guide a été Madame Lee. Elle connaît aussi bien le passé que le présent des gens de Cacao, sa communauté. Oui, Cacao a largement réussi. Ses agriculteurs et ceux de Javoué produisent 80% des produits frais, les salades, les semoules, les herbes. C'est eux qui alimentent les marchés de Cayenne et de Kourou. Les Hmong vivent entre eux et voudraient garder vivant leur passé. Les stands de soupe, les nems, les samoussas, les fleurs de lotus même. Voilà. La salade de papaye, c'est vraiment quelque chose de bien caractéristique de notre pays. Et ça, c'est agar-agar, c'est la gelée. Le sucre de canne. Voilà. Et ça, c'est le lait coco. Et voilà. Au départ, ce marché, c'était surtout pour qu'on se rencontre le dimanche. Il y a une partie produits agricoles, une partie produits artisanaux, comme les broderies. Et après, ce qui marche beaucoup, c'est l'alimentation ou les plats emportés. Tout à coup, c'est la fête à la grenouille. Pas de quoi décourager qui que ce soit ici. D'abord parce que les orages font partie du décor, et surtout parce que c'est connu, les Hmong savent faire face à l'adversité, depuis toujours. Les jeunes s'assimilent de plus en plus à la société occidentale, jusqu'à oublier donc tous les coutumes. Donc on essaie de garder tout ce qui nous reste des anciens, qui disparaissent de plus en plus, et montrer cela aux jeunes, et également aux touristes qui viennent nous voir de temps en temps. Il y a un domaine auquel on ne peut pas échapper en Guyane. La pêche. Je ne parle pas d'industrie, mais de pêche plaisir. J'ai rencontré Patrick, un pêcheur expert qui m'a proposé de l'accompagner et partager un moment sa passion. J'ai appris qu'on a répertorié plus de 1000 espèces de poissons en Guyane. La Guyane, c'était un véritable paradis pour la pêche. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de législation. Les gens mettent des filets partout, alors qu'ils n'en ont pas spécialement besoin. C'est un véritable pillage. Donc, il faut remonter assez loin, et quand on remonte vraiment dans l'intérieur,
l'intérieur, on retombe dans des paradis où les poissons sont toujours en densité naturelle. On remonte, puis on cherche un peu le piranha. Hein? Nous allons donc chercher le piranha noir, un poisson capable de se jouer du pêcheur le plus chevronné. Traditionnellement, on pêchait beaucoup les poissons carnassiers avec de la viande. Alors les gens ils tiraient des oiseaux, etc. Mais aujourd'hui, ils continuent à le faire alors qu'il n'y a aucun intérêt. Et il y a tous les gens qui arrivent aussi de métropole, qui connaissent rien à rien, ils tirent les martins pêcheurs, des fois les perroquets, etc. pour faire des appâts. Là, on s'accroche à un cacao rivière. C'est un bon bac à casser, famille du baobab. Ça fait des cabosses comme les cacao. On va pêcher avec du poisson, des crevettes, on a des vers de terre, on a de la viande. Ben, sur un beau pirail, un pirail de ça peut aller jusqu'à 3-4 kilos les piranhas. Ça fait une belle bagarre. C'est nos méthodes à nous, quoi, traditionnelles, qu'on pêche comme ça à main. Moi, j'ai pris avec mon grand-père, m'amener, et puis je pêche avec la canne. Quand il est petit, la canne, un peu plus grand, comme ça. Et il y a quand il y a du poisson, hein. Mais là, maintenant, là... Et les piranhas, il faut attendre, c'est pour ça qu'on tient souvent une canne à la main, parce que c'est les touches rapides. Ça découpe. Alors on sent souvent des fois des petites tapes, puis quand il y a une tape plus grosse, il faut bien ferrer au bon moment. Oh, il a pas l'air vilain. Il met des coups de tête et puis il met son flanc contre le courant. Il est bien fatigué. Ça fait 2,5 kg. Ah, il rote. Les dents de la rivière. Là, j'y mets un peu de sauce de manioc, un peu de piment. Pas trop. Juste... On voit la nature reculer, mais nous on a la chance, on la suit. Donc on va de plus en plus loin, et puis quand on pourra plus y aller, on aura profité au maximum. On ne sait pas pour les générations futures comment ça va se passer. On voit pas beaucoup de jeunes qui viennent vraiment profiter. Mais il y en a quelques-uns. Finalement, je note que le jeu en Guyane consiste à aller constamment du fleuve à la côte, de l'eau à la terre. Et c'est ainsi qu'un jour, quittant mon pêcheur, je suis tombé sur un artiste du sable. J'ai découvert le tembe, un art du sable et de la nature dont je n'avais jamais entendu parler. Moi, je prends toujours aux surfaces. Des fois, il faut creuser pour tomber parce que des fois, tu as différentes couleurs, des taches de couleurs. Tu creuses et de plus, tu trouves différentes couleurs. Voilà, donc là, je suis venu ici spécial parce que je sais qu'ici, il y a des sables gris.
Comme mon travail aussi touche un peu le côté naturel du pays, le côté culturel, donc c'est encore mieux de travailler avec des matières naturelles. Voilà, donc c'est pour ça que je sais où il y a toutes mes couleurs. La Tembe, c'est comme un langage, c'est une façon de s'exprimer. Chaque couleur, chaque trait, on peut dire que c'est l'écriture, quoi. C'est le début d'une écriture jusqu'à la fin. À un moment de l'histoire, le Tembe servit à communiquer. Les esclaves des plantations laissaient sur les chemins des messages codés, des traces porteuses de sens. Même sans connaître leur sens, mais en sachant qu'elles en ont un, ces figures géométriques sont émouvantes. Si vous regardez bien dans les tableaux, vous voyez toutes ces formes, c'est des formes qui sont attachées et c'est des formes, c'est-à-dire que c'est toutes des façons qui est possible de tenir à la personne que tu aimes. Ça peut être des bras, des cuisses, tout ça. Normalement, tu vois, le Tembe picking est toujours entre moins d'1 centimètre. Tu reviens ici, tu vas faire la même chose. Ça représente une chaîne d'amitié. Là, c'est une clé. Là, ça représente une clé. Là aussi. Et la clé, ça représente quoi? Ça représente l'attachement. C'est un dessin de solidarité. Donc, c'est un dessin que tu peux offrir à ton ami ou bien à ta maman, à ton papa. Francky nous a formés, il nous a montré les différents motifs de l'art Tembe. Et grâce à ces motifs-là, on peut déchiffrer les tableaux et on peut reproduire un tableau. Tous les jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui ont une envie de garder leur culture. Et là, lui, il est capable de réaliser son dessin, qui a une explication dedans, qui a une transmission, c'est-à-dire que c'est lui. Pour moi, là, il a le Tembe déjà. Donc là, c'est à lui de continuer pour avoir à la main encore mieux qu'aujourd'hui. Il y a là un fascinant mélange de technique et d'expression originale. Un témoignage de la créativité guyanaise, dont un peu plus tard, je vais trouver un autre exemple. En voyage, il arrive que soudain la chance vous offre le meilleur. À Cayenne, ce jour-là, c'était carnaval. C'est l'un des plus grands événements que connaisse la Guyane chaque année. Il se déroule sur des semaines, de l'épiphanie au début de janvier, jusqu'au mercredi des cendres en février ou mars. Ils sont des centaines à défiler, et la préparation des groupes a demandé des mois. Je crois que c'est Machin qui m'a appelé là pour venir chercher son linge. Je suis en train de confectionner une robe de carnaval à Touloulou. C'est un déguisement de femme qui est utilisé pendant la période du carnaval en Guyane. Ce sont des robes qui sont confectionnées, en fait, en l'occurrence, sur mesure. Elles sont ornées de paillettes, enfin, de toutes sortes de confettis afin de camoufler et garder l'anonymat du personnage. Ça donne ça, Touloulou. Ça te convient, Touloulou? Impeccable, je vais m'amuser ce soir. Le Touloulou, son vêtement est composé d'une robe, d'un chapeau, d'un loup, des cheveux, de faux cheveux, des perruques, des gants et des mi-bas pour camoufler la couleur de la peau. C'est typiquement guyanais. Le bal paraît masqué avec les Touloulous. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis les années 1900. À l'époque, les hommes étaient masqués, les femmes également. Et au fur et à mesure de l'évolution, les femmes ont gardé l'anonymat et les hommes non.
Mystère de la nuit et des corps. Jeu des fantasmes et de l'anonymat. Autre mystère de la nuit guyanaise. Très physique. Il faut avoir du tonus et des muscles. Quelques mois avant la période de carnaval, les Touloulous font du footing, de l'aérobie, de la fitness pour se préparer. Donc, il vaut mieux être en forme. Ou alors en temps même, vous avez vu la salle bondée, il fait très chaud, donc il faut avoir de bons poumons pour pouvoir trouver un peu d'air. Comme vous l'avez remarqué dans la salle, tout le monde est masqué jusqu'aux orteils. On ne doit pas reconnaître le Touloulou. Le deuxième commandement, il ne faut pas faire n'importe quoi dans la salle. C'est vrai que les musiques ou les danses ont à connotation sexuelle. On pourrait le dire comme ça, mais il ne faut pas faire n'importe quoi dans la salle. La figure mythique du carnaval, c'est Vaval. Roi intronisé au début de la fête, il meurt dans les flammes à la fin, mais pour renaître, tel le phénix, l'année suivante. Ce soir, nous avons fait l'incinération de Sa Majesté Vaval. Ça veut dire que le carnaval est pratiquement terminé. Sa Majesté n'y est plus. Alors donc rendez-vous l'année prochaine, on le reverra renaître le 6 janvier, si Dieu le veut. Voilà. Je n'ai pas attendu que Vaval soit en cendres. Et tandis que le roi brûle encore à Cayenne, je me dis qu'il suffit d'une nuit. Embasa était qui vient au contrôle qui a sa moto bon, il y a